Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda Africa Twin 1100 de 2023. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'une Africa Twin, et ça bien sûr grâce à l'un de mes abonnés. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici avec cette machine. Donc forcément les amis, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous avez déjà vu le test de la Africa Twin 1100, mais c'était la version Aventure Sport, donc la plus haut de gamme, et en plus équipée de la boîte à double embrayage DCT. Là, on est sur la finition presque la plus basse, on est toujours sur la même Africa Twin 1100, mais ce coup-ci, sans la finition Aventure Sport. On verra d'ailleurs ce que ça change. Et on a aussi sur cette machine une boîte mécanique, manuelle, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc je rappelle que la Africa Twin, c'est la nouvelle interprétation moderne du trail vu par Honda. Les Africa Twin étaient déjà très populaires dans les années 80-90. Maintenant, on a cette nouvelle génération qui a été introduite avec une cylindrée en 1000 cm3, que j'ai pu tester d'ailleurs sur ma chaîne, puis remplacée quelques temps après par ce modèle, l'Africa Twin 1100, qui d'ailleurs, bien sûr, vous l'aurez compris, est toujours en vente. Concernant la motorisation, cette machine est équipée d'un bicylindre en ligne, à refroidissement liquide et injection, bien évidemment. Celui-ci développe 102 chevaux, si je me souviens bien, 75 kW pour être plus précis, et avec une norme internationale. Et la moto, dans cette finition standard avec la boîte mécanique, pèse 230 kg. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est un petit peu accessoirisé. On a déjà sur les côtés des renforts de chez SW Motec qui servent bien sûr à protéger la machine en cas de chute. Le propriétaire a également fait installer chez Honda la béquille centrale qui est en option sur ce modèle. Et l'accessoire le plus onéreux sur cette machine, il s'agit des jantes. Normalement, cette finition standard a des jantes classiques qui ne sont pas tubeless. Le propriétaire voulait absolument des jantes tubeless, donc il a fait appel à la marque Alpina qui propose des jantes sur mesure pour à chaque demande. Donc vous pouvez choisir le look, la couleur, la finition. Et donc vous voyez que là ce sont des jantes maintenant tubeless, mais qui reprennent exactement le look d'une jante classique à rayon. Donc vous voyez que pour l'instant j'évolue en ville, et ce qui est vraiment toujours aussi génial avec cette machine, c'est la facilité de prise en main. Bien qu'on soit sur une moto un peu haute, lourde, équipée avec des pneus de fort diamètre, cette machine est conçue pour le tout-terrain, donc à l'avant on a du 21 et à l'arrière du 18, et bien malgré tout ça, elle est extrêmement facile. Déjà la position de conduite fait que vous avez le dos quasi à la verticale, on est plutôt bien installé, le guidon est extrêmement large, on a les bras qui se barrent un peu sur le côté, on a un bras de levier exceptionnel, et le réservoir sur cette version normale fait uniquement 19 litres, donc c'est un peu moins que sur la Aventure Sport qui en fait 25, et donc je peux plus facilement serrer le réservoir avec mes jambes. Je me sens plus à l'aise sur cette machine, elle est un peu plus facile, même s'il est vrai, la Aventure Sport, malgré son gabarit, était très simple à la prise en main. Le seul problème pour quelqu'un de ma taille, c'est forcément la hauteur de selle. Heureusement, sur ce modèle, comme sur l'Aventure Sport, on a deux hauteurs de selle disponibles. Actuellement, bien sûr, j'ai mis la selle au plus bas, et vous voyez que j'arrive à mettre un pied au sol, mais l'autre, il est très loin de toucher. Cette position permet bien sûr de prendre les infos autour de nous, et ça sans lâcher le guidon. C'est vraiment l'avantage sur les trails de ce genre, on se sent en sécurité, on domine un peu le trafic. Si nécessaire, vous avez aussi bien sûr les rétros qui sont pris sur le guidon. J'oubliais, sur cette machine, l'échappement a été remplacé. Il reprend exactement le même emplacement que celui d'origine,
C'est une cartouche un petit peu plus petite, car d'origine c'est assez volumineux, c'est une cartouche un peu chromée. Là, maintenant, on a un coloris noir qui s'harmonise bien plus avec le reste de la machine, qui, vous l'avez vu, est en finition noir mat. Par contre, au niveau de la sonorité, j'avoue que ça change assez peu. C'est vraiment très très conforme à l'origine. La sonorité n'est pas exubérante du tout, c'est pas trop fort. On vérifiera ça tout à l'heure en accélérant un peu plus fort. Mais pour le moment, aucune exubérance au niveau de la sonorité. Bon, par contre, une différence qui est instantanément perceptible entre celle-ci et la Aventure Sport, c'est la protection. La machine est un peu moins large, donc déjà j'ai un petit peu d'air qui arrive sur mes jambes, mais surtout cette moto n'est pas équipée de la bulle réglable. Et en plus la bulle, vous la voyez, c'est vraiment plus un saut de vent, c'est très 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 petit. Franchement, même arrivé à 50 km/h, j'ai énormément d'air qui arrive directement sur mon casque. C'est un peu pénible. Là, vous voyez, je sors de l'agglomération, je reprends un tout petit peu de vitesse. Et comme je vous le disais, dès que j'arrive à 50, je commence à avoir beaucoup d'air sur moi. Maintenant que je suis à 80, ça m'oblige même à hausser le ton parce que je ne m'entends plus quand je parle. C'est pas forcément le top au niveau de la protection, il faut l'avouer. Alors ici les amis, nous arrivons sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Là je suis en deuxième, un peu moins de 25 km/h. Et cette machine est toujours aussi bluffante. Sa manœuvrabilité est exceptionnelle. On ne sent absolument pas le poids de la machine. C'est une référence pour moi en termes de facilité. Elle est géniale. Donc les habitués auront reconnu l'endroit. On est ici bien sûr pour tester l'accélération. C'est une machine moderne, donc on a bien sûr plein d'aides électroniques et différents modes d'injection. Aujourd'hui, moi je vais rester sur les modes préconfigurés. Je ne vais pas utiliser les modes paramétrables. Je vais faire une première fois l'accélération ici dans le mode urbain, qui est normalement le mode le plus tranquille. Et après je changerai pour me mettre sur le mode le plus performant qui s'appelle cyclotourisme. Enfin, je me souviens plus du terme. On reverra ça tout à l'heure. Je rappelle que cette machine donc est donnée pour 230 kg tout plein fait et on a 75 kW. Voyons ce que ça donne en termes dynamiques. Let's go! Ah, ce moteur est toujours aussi sympa, hein. Quand on monte dans les tours, la sonorité change, ça devient un peu plus sport. Donc vous avez vu que même en mode urbain, quand on accélère un peu fort, hein, ça marche très bien. Ici, on va comme d'habitude vérifier si ça braque bien. Donc je rappelle que du haut de mon mètre 70, c'est un peu compliqué pour moi de mettre les pieds au sol. Donc je vais rester avec un pied au sol, l'autre sur le frein. Je signale que je tourne. Je braque à fond. L'angle de braquage est toujours aussi excellent. Par contre, ça implique que je suis obligé de me basculer vers l'avant pour maintenir mes mains sur les commandes. Ah, ça braque vraiment bien, hein. Ça, c'est une fois de plus la même chose que sur la Aventure Sport. Je finis pile sur l'autre fil. Plutôt facile à manœuvrer cette machine, hein. Maintenant, je vais changer de mode. Donc j'étais en mode urbain, voilà, je passe maintenant en mode cyclotourisme. Donc on nous indique que la puissance a changé, le frein moteur également et le traction control. C'est pas forcément super intuitif, hein, la façon dans laquelle c'est décrit. Voyons maintenant s'il y a une différence de ressenti, une différence de performance. Et après, on va tester le freinage. Allez, je ralentis, frein arrière ça freine déjà plutôt bien, frein avant ça freine également plutôt bien.
C'est de mémoire exactement le même matériel que sur sa grande sœur, la Aventure Sport. Ça fonctionne très bien, mais on retrouve à peu près le même ressenti. Lorsqu'on freine vraiment fort de l'avant, il y a un transfert de charge qui appuie forcément sur les suspensions, et c'est plutôt perceptible. Bon, après, sinon, sur l'accélération, en termes de sensation, c'est assez similaire. J'ai pas vu de grosses différences entre le mode urbain et le mode cyclo-tourisme. Je vais rester sur le mode cyclo, on verra ce que ça donne à l'usage. Lorsqu'on veut s'arrêter, le frein arrière est vraiment efficace. Là, vous voyez, je vais jusqu'à l'autre intersection. Je freine uniquement de l'arrière. La machine n'a pas justement le transfert de charge vers l'avant. Et donc c'est beaucoup plus sécure, surtout quand, comme moi, vous n'êtes pas très grand sur une machine de ce gabarit. Alors, dans ce rond-point, ça se bascule, mais avec une facilité déconcertante. Et je réaccélère. Donc c'est super efficace, mais la protection est vraiment extrêmement faible. Je m'en prends plein la tronche, c'est vite désagréable. Au niveau des commodos, sur cette machine, on retrouve les commodos qu'on avait également sur la Aventure Sport. Sur la gauche, on a un énorme bloc avec plein de boutons noirs. C'est pas forcément très intuitif. On a bien sûr de quoi allumer tous les feux. On a les boutons pour naviguer dans les menus, dans les paramètres, klaxon, feu de détresse. On a aussi d'autres boutons pour avoir des fonctions qu'on peut appeler rapidement, des raccourcis si on peut dire. Enfin, c'est complet, mais tout est au même endroit, c'est vraiment pas intuitif du tout. Et à l'inverse, du côté droit, il y a très peu de boutons. On a démarreur, coupe-circuit, un bouton fonction pareil pour rappeler quelque chose que vous avez paramétré. Et on a les boutons concernant le régulateur de vitesse. C'est un peu dommage qu'il y ait autant d'espace vide sur la droite et que ce soit autant le fouillis sur la gauche. Le compteur, lui, est de nouveau similaire à la Aventure Sport. On a tout d'abord un écran couleur tactile qui vous indique absolument tous les paramètres de la moto. Vous avez contour, vitesse, rapport engagé, conso instantané, moyenne, les différents paramètres, les différents modes sélectionnés. Vous pouvez également choisir les paramètres de l'affichage, la langue, enfin, il y a tout ce qu'on est en droit d'attendre. Et on peut même connecter à un smartphone afin d'avoir cet écran qui devient un GPS, car vous avez la fonction Android Auto, Apple CarPlay. Et en dessous, justement, vous avez un deuxième écran à cristaux liquides qui, lui, vous redonne les infos de base, votre vitesse, le rapport engagé. Ça fonctionne en duo actuellement, mais c'est très pratique lorsque justement vous transformez l'écran supérieur en GPS. Vous ne perdez pas les infos principales. Je fais maintenant un test de souplesse. Donc là, je suis en 6e à 40, le moteur n'aime pas du tout. 5e à 40, il aime toujours pas. 4e à 40, il reprend un peu. Ce moteur a une limite en fait à environ 2000 tours. En dessous des 2000 tours, il a vraiment du mal à reprendre, il commence à cahoter, à gigoter. Faut rester au-delà des 2000 et tout se passera bien. Et d'ailleurs, dès qu'on est à un peu plus de 2000, on a un bon couple, une bonne sonorité. J'aime beaucoup les aspects dynamiques sur cette machine, surtout qu'elle est extrêmement dynamique, extrêmement fluide. On n'a pas du tout l'impression d'être sur une moto de 220 kg, on a l'impression qu'elle fait facilement 25-30 kg de moins. C'est vraiment du bonheur. J'arrive maintenant sur un Dodan, je ralentis. Alors, comment ça se passe? Alors, j'ai l'impression que la suspension arrière actuellement est réglée plutôt ferme, alors qu'à l'avant c'est plutôt mou. Je vais de nouveau prendre ce Dodan, 40. Ouais, ça se confirme. Donc sur cette machine, les deux suspensions, que ce soit devant ou derrière, tout est réglable. À l'arrière, vous avez d'ailleurs un réglage rapide via une petite molette. Ça permet d'ajuster la suspension en fonction de la charge. Et pour l'instant, moi je trouve que l'arrière est peut-être un poil trop ferme par rapport à l'avant. L'avant est plutôt confortable.
tout en gardant quand même un bon niveau de rigidité. On n'est pas avec une pompe à vélo. La machine est plutôt pas mal, mais l'arrière, je l'aurais mis peut-être un petit peu plus souple. J'arrive maintenant dans une succession de virages. Enfin, vous connaissez les lieux si vous avez l'habitude de mes vidéos. On va voir si on peut se marier avec cette machine. Et ouais, il y a vraiment pas mal de couples à bas régime. Hein. On n'a pas besoin de cravacher la machine pour avoir des sensations. Elle est très très vive. Le frein marche très très bien. D'ailleurs, j'avais oublié de le préciser, mais le levier, l'écartement du levier de frein est réglable. L'embrayage, par contre, lui, est fixe. Le seul souci, finalement, même quand on s'amuse, comme je le fais actuellement, c'est la protection. Hein. Je m'en prends vraiment plein la quiche. J'étais bien mieux protégé sur l'Aventure Sport. J'espère d'ailleurs que vous n'êtes pas trop pénalisé au niveau de l'audio, car là, c'est quelque chose quand même, la quantité d'air que je me prends en pleine poire. Alors, on sort de ce rond-point, on va remonter à 80. Ouais, bah, comme d'habitude avec les motos récentes, hein, ça a tellement de patates que on explose le 80 extrêmement vite. Ensuite, la boîte de vitesse, elle fonctionne parfaitement bien. On peut très rapidement se coller en 6 afin d'économiser un peu du carburant. Mais je le redis, vous voyez que là, stabilisé à 80-90, j'ai déjà énormément d'air en pleine tête. Hein. Ça, c'est un peu, même plus que pénible. Il faudrait que je me penche comme ça pour avoir un minimum de protection. Et je pense que vous l'entendez, je pense que vous entendez la différence de niveau sonore pour vous. Hein. Là, je suis protégé. Là, je ne le suis plus. Et c'est bien dommage. Et il faut l'avouer, même si j'ai adoré la boîte DCT sur la Aventure Sport, bah celle-ci en boîte méca, ça ne lui enlève rien. Hein. Elle est vraiment excellente également. C'est juste que ça se conduit pas forcément de la même façon. On aura peut-être tendance à rouler de manière peut-être un peu plus sportive avec la boîte mécanique, à l'utiliser un petit peu plus haut dans les tours, alors que la DCT est vraiment essentiellement conçue pour, comment dire, vous donner une excellente efficacité énergétique et du confort. Là, c'est un peu plus rugueux, un peu plus sport, mais c'est pas pour me déplaire. Et il y a suffisamment de souplesse, vous l'avez vu, hein, pour conduire à très bas régime. Une machine bien conçue. Hein. On arrive maintenant sur l'autoroute, il n'y a personne, je m'engage. Je me colle tout de suite en 6 et je vais dépasser cette voiture. Voilà, franchement, là, le vent, ça devient insupportable sur l'autoroute. Vous voyez que stabilisé à environ 115, je suis à peine à 4 000 tours. Je vais essayer de faire une reprise. Donc là, j'accélère à fond et je dépasse. Donc ça marche très bien. Il n'y a aucun problème de puissance ou de couple. Et ce qui va vraiment vous limiter, en fait, c'est la prise au vent. Hein. On a vraiment trop de vent dans la tête, il faudrait une bulle haute. Après, un petit problème d'ergonomie de nouveau pour moi sur les Komodo, c'est finalement on a tellement de boutons au même endroit sur la gauche qu'il m'arrive parfois de me tromper et au lieu de mettre mes clignotants, je change les paramètres du tableau de bord. C'est un peu pénible. Concernant l'éclairage sur cette machine, tout est bien sûr confié à des LED. La différence par contre avec la Aventure Sport, c'est qu'on n'a pas le système d'éclairage en courbe. Là, c'est un éclairage beaucoup plus simple et fixe. Allez, on va dépasser. Donc vous voyez de nouveau que pour un dépassement raisonnable, j'ai jamais besoin de monter très haut dans les tours. Allez, c'est parti pour une dernière accélération. Il y a toujours ce petit côté rageur dans les tours qui
est bien sympathique. J'aime bien ce moteur, hein. Même si peut-être que c'est mon souvenir qui me trompe, mais j'ai l'impression dans mon souvenir que la 1000 était encore mieux, un petit peu moins puissante, mais avec un agrément supérieur. Du moins j'ai gardé un encore meilleur souvenir de l'Africa Twin 1000 qui partage une esthétique et une technicité relativement proche de cette version 1100. Enfin les amis, je pense que vous l'aurez compris, au niveau dynamique, de nouveau pas grand chose à reprocher à cette moto, hein. La puissance est là, il y a largement ce qu'il faut, il n'y a pas de puissance surdingue comme ça peut être le cas sur des machines concurrentes, mais franchement de toute façon, à part pour faire vendre et faire joli sur une fiche technique, plus puissant que ce que vous avez sur cette Africa Twin, ça ne sert strictement à rien. Et en termes dynamiques, c'est juste excellent, hein. Ça marche très bien, ça freine bien, les suspensions sont plutôt bien, tout est bien, tout me convient bien. Et personnellement, cette version normale, je la trouve plus facile, plus rassurante pour quelqu'un de ma taille que la version Aventure Sport qui était vraiment plus lourde, plus encombrante, il faut l'avouer. Celle-ci me paraît plus adaptée. Maintenant, parlons un peu des aspects pratiques. Comme sur beaucoup de trails, malheureusement, vous pouvez démonter la selle, je dirais même les selles, mais ça ne vous sert pas à grand chose car il n'y a pas de rangement sous les selles. Si vous désirez rouler avec un passager, ça se fera sans trop de difficulté. Vous voyez que la selle est un peu large, il y a des poignées pour se maintenir. Par contre, la selle est quand même un peu inclinée vers le pilote, ça peut être pénible. La consommation est comment dire, normal pour ce type de machine, peut-être même un petit peu élevé. Le propriétaire m'annonçait consommer environ 7,5 litres avec cette machine, et c'est d'ailleurs ce que le tableau de bord indique sur la conso moyenne, ce que je trouve un petit peu élevé. Je ne me souviens plus combien consommait la version Aventure Sport, peut-être que c'est tout simplement le propriétaire là qui a une conduite un peu dynamique. Après je le redis, hein, avec la boîte DCT, on a la moto qui d'elle-même vous incite vraiment à rouler très cool, ce qui est moins le cas avec cette version en boîte méca. Comme je vous l'ai dit, on est sur le modèle 2023, donc elle est toujours en vente. Cette machine actuellement en finition standard avec la boîte méca coûte un petit peu moins de 15 000 €. Et si vous voulez une machine équipée comme celle d'aujourd'hui, forcément ce sera plus cher, vu que rien que les jantes Alpina coûtent à elles seules près de 2000 €. On commence à trouver cette moto d'occasion, mais je pense surtout le bon plan actuellement, si vous aimez cette machine, c'est de trouver l'ancienne version, la 1000, qui est beaucoup moins chère sur le marché de l'occasion, alors que finalement, en termes dynamiques et même techniques, les motos sont vraiment très proches. Donc vous l'aurez compris, avec cette machine, Honda essaie bien sûr de prendre des parts de marché dans le segment des maxi trail, mais en étant un petit peu à contre-courant des autres quand même, car il se base beaucoup plus sur la facilité d'utilisation, l'agrément, que sur la surpuissance ou même la technicité, car bien que vous ayez un écran couleur tactile, clairement, si on compare avec par exemple ce qui se fait chez BMW ou d'autres marques concurrentes, on est un peu en retard au niveau technologique, hein. L'écran a parfois un peu de latence et c'est pas forcément très clair dans le contenu des menus. Néanmoins, cette gamme Africa Twin reste pour moi une référence. C'est actuellement ce que je préfère en tant que maxi trail. C'est ce qu'il y a de plus facile, peut-être de plus polyvalent, même pour quelqu'un de pas forcément très grand comme moi. Je me sens bien plus à l'aise sur cette Africa Twin 1100 que sur une KTM 1290 Super Aventure ou que sur une GS 1250. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Africa Twin 1100 en boîte méca. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. De mon côté, je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage afin que je puisse la tester dans les mêmes conditions que d'habitude. Et pour ceux qui voudraient comme lui me prêter une machine afin que j'en fasse un test, je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, proche de Rouen. Merci encore à tous ceux qui me prêtent des machines, c'est vous qui permettez à la chaîne de continuer. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité.
Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux, et à ceux qui ne seraient pas déjà abonnés, eh bien faites-le. Comme ça, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. À bientôt, et à tous. Bon, certains pourraient se demander, mais où est la partie tout-terrain? Où est le test off-road avec cette machine? Eh bien, comme d'habitude, hein, vous savez que j'essaie de tester les machines dans leur configuration normale et dans leur lieu de prédilection. Et on sait très bien que la plupart des acheteurs de Maxi Trail les utilisent à 90%, voire plus, exclusivement sur route. Et celle-ci ne fait pas exception. N'ayant pas de réelle capacité à faire du tout-terrain, je ne prendrai aucun risque avec cette machine, comme avec les autres trails que j'ai pu tester d'ailleurs.